Même le plus long des voyages commence par un premier pas. Ce premier pas, Benoît Loukine l'a fait du côté de Monachi à Dolène. Aujourd'hui rédacteur en chef adjoint du Guide du Routard, il nous raconte combien la vie ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. Bienvenue dans votre vie, Benoît Loukine. Merci, c'est toujours impressionnant de revoir ces images agrandies, comme ça, de voir ce panorama de son histoire, de sa propre histoire. Et oui, parce que je les ai trouvées toutes petites comme ça, voire très très petites, les photos dans vos albums de famille. Et on va remonter justement le fil de votre vie à travers les histoires marquantes, les photos marquantes. Et on va commencer par celle-là, effectivement, qui était vraiment toute petite. Minuscule. Qui a là? Ah, ça, j'ai retrouvé ça au fond d'un tiroir, parce qu'on n'était pas très photo dans la famille. Moi, j'adore faire des albums. Et là, c'est Toussaint, mon grand-père, et Méméphine, ma grand-mère, Joséphine, qui avait toujours son fichu. Et une des premières images dont je me souviens d'elle, qui reste à mon esprit, c'est elle portant un panier en verre et tressé pour le protéger, d'eau sur sa tête, et allant à la fontaine et revenant de la fontaine. Méméphine avait toujours ce fichu sur la tête, et mon grand-père avec sa moustache de Gaulois, et nous gamins, évidemment, on lui tirait la moustache en permanence, on lui triturait la moustache, et puis on lui tirait la peau du cou, parce qu'il était tellement vieux pour nous, que sa peau était complètement lézardée. Donc on lui tirait en permanence la peau du cou, comme ça. Il aimait bien ça, il nous laissait faire. Toussaint On est à Monachi à Dolène, là. Monachi à Dolène, le village. Et mes grands-parents étaient tout simplement des agriculteurs, éleveurs. Ils faisaient aussi leur vin. Et puis mon père, moi je n'ai pas vécu ça, mais ils allaient, j'ai vu la charrette qui restait plus tard, ils allaient en charrette vendre leurs légumes, leur vin à Bonifacio, à Sartène, tirés par la mule, donc à 25 km. Mais quel voyage déjà du village pour aller vendre leur production. C'était donc des gens très simples, des gens de la terre, des gens qui vivaient vraiment en adéquation totale avec la terre. La mule, justement. Voilà. L'âne. L'âne de mon grand-père. Oui. Et pour moi, ça c'est mon premier voyage. J'ai dû faire sur cet âne, on a dû faire peut-être 10 mètres, 15 mètres, allez peut-être 20. Hein. Ouais. Mais c'était le premier grand voyage. Déjà être tout petit sur cet âne et se tenir, ne pas tomber, pour moi c'est le tout premier voyage. Hein. Et quand il donne la tape sur les fesses de l'âne et puis je m'accroche comme ça pour ne pas tomber. Parce que regardez, avec ces petites jambes là comme ça, mais je suis fier quand même par tabac là, sur l'âne de mon grand-père. Pour moi, c'est le premier voyage. Et il y en aura d'autres des voyages. Et il y en aura vraiment, vraiment beaucoup d'autres. On va passer à votre père, justement. Tiens, si vous le voulez bien. C'est ici que ça se passe. Oui, mon père, ça c'est sur la plage de Monachi. Il est en maillot, votre père. Hein, voilà, là je ne suis pas encore né, était en maillot avec ma tante Claude. Et après, cette image, je l'ai découverte bien plus tard, mais on a vécu ces mêmes moments quand on fait les oursinades sur la plage. Ça aussi sont des éléments de mémoire très forts. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir pourquoi les choses filent, certains souvenirs filent, et puis d'autres se figent. Les oursinades sur la plage était quelque chose d'important. Voilà. Je voyais le vin blanc qui tournait dans les verres, le pain légèrement salé hein, par les embruns, et puis les oursins, ce goût d'oursin que j'adore. Et je ne mange jamais d'oursin au restaurant, d'abord c'est trop cher, et ça ne m'intéresse pas. Les oursins, c'est en Corse que je les mange, uniquement en Corse. On est quelle plage là d'ailleurs? C'est la plage de Monachi, ça. C'est la plage de Monachi. Et là aussi? Alors c'est l'autre partie de la photo, j'ai l'impression. Un peu. Alors là, non, parce qu'on est plusieurs années plus tard, parce que ma mère, là, oui, je suis bête. Ma maman, Jacqueline, d'origine vosgienne, elle, mais qui va tomber amoureuse de la Corse quand mon père va l'amener. Ma mère avait l'habitude de me raconter que quand on venait de Rocapine, on descendait d'Ajaccio, parce qu'avant les bateaux arrivaient à Ajaccio, puis après on descendait sur la côte sud, et il y a un panneau qui est dernier virage du sud Corse. Hein, on arrive au sud Corse, là, juste après Rocapine. Et là, il y a une vue absolument magnifique sur toute la côte sud. Et ma mère me racontait que dans les milieu des années 50, quand elle est venue pour la première fois avec mon père en Corse, cette image-là, c'est quelque chose qui l'a marqué, la beauté de ce territoire, de ce paysage, l'a marqué en permanence. Et à chaque fois qu'on passait
mais des centaines de fois. Dans ce virage, il dit c'est ici que avec ton père, ton père à moto, on s'est arrêté. Et je suis tombé amoureuse de la Corse. Elle était plus corse que corse à la fin. Ma mère, qui est d'origine vosgienne. Donc, Et d'ailleurs, vous êtes là. Hein, je suis là. Vous êtes là. Vos parents se sont rencontrés à Paris parce que votre papa, justement, il n'a pas voulu faire comme son père, lui. Voilà, il est parti. Il est parti et il a fait carrière dans la police. Tout à fait. Hein, il a monté les échelons de la police et c'est des choses qui paraissent simples, mais rendez-vous compte, quand on part du village, on ne connaît personne, on n'a jamais monté à la capitale, et on monte à la capitale pour essayer de se faire un destin. C'est quand même quelque chose d'assez magique, c'est une vraie aventure. Et ça, je ne peux que rendre hommage à cette histoire-là. Ma mère aussi est de province, elle monte à Paris, elle a fait ses études de laborantine, elle termine comme surveillante générale d'un hôpital, de l'hôpital Saint-Antoine, premier service isotope en France, hein, la médecine nucléaire qui naît dans les années 60. Ils se rencontrent là, et chacun, deux provinciaux, partis de rien, parce que mes grands-parents paternels, éleveurs, agriculteurs, des gens très simples. De l'autre côté, ma grand-mère brodeuse et son père qui travaillait dans une filature. Ils montent à Paris et ils font leur destin, ils se rejoignent là. C'est déjà des aventures auxquelles j'ai l'occasion aujourd'hui de rendre hommage. Ils font des enfants? Alors moi, je suis là, ça c'est mon cousin Jean-Noël, mon frère Laurent. Oui, j'en étais. Mais là, on va venir justement sur le voyage. Cette photo, commentez-moi cette photo. En quelques mots, vraiment. Alors là, j'ai 16 ans, j'ai ma moto et j'ai un espace de liberté. Avant, c'était l'âne. Là, c'est un espace de liberté incroyable qui s'ouvre parce qu'après, tous les ans, je vais descendre à moto en Corse avec ma petite 125 en me mettant en aspiration derrière les camions pour aller plus vite. Et c'est un espace de liberté énorme. Et là aussi, je sais gré à mes parents de m'avoir offert, de ne pas m'avoir privé de cet espace de liberté. Oui, tu peux le faire. Sois prudent, mon fils, mais tu peux le faire. Parce que ça vient un petit peu, cette volonté de voyager, j'ai l'impression que vous l'avez un petit peu, vous en avez parlé subrepticement, ça vient plutôt de votre maman, c'est elle qui a voyagé. Votre papa, en fait, il vient directement de Corse à Paris. Hein. Voilà, c'est maman qui a voyagé. Le voyage, l'ouverture vers l'extérieur, c'est vraiment ma mère, parce qu'elle avait voyagé en Norvège, au Maroc, dans d'autres pays. Elle a cette soif de découvrir. Mon père, lui, c'est la terre, clairement, et l'un me donne cette soif de découvrir, l'autre me donne cet attachement à la terre. Mon père, véritablement, c'est la terre, c'est les racines. Si je me sens si enraciné dans le territoire, dans la terre corse, c'est à lui que je dois cela, ça c'est clair. Et on ne s'en rend pas compte quand on est môme, quand on est adolescent. C'est après. On se dit, tiens, pourquoi j'ai cet attachement? Mais mon Dieu, mais c'est bien sûr, la terre, c'est mon père. Qui est encore vivant. Qui est encore de ce monde, bien sûr. Mais on va voir un petit peu ce que ça a donné, cette idée, cette volonté de liberté, cette moto. Où elle va vous conduire, la moto? Elle va vous conduire assez loin d'ailleurs. Hein. Le premier voyage, c'est en moto, et c'est par là que ça se passe. Allez, on voyage un peu, tiens. Allez, allons-y. Allez, Benoît, vous voyez, le voyage n'a pas duré longtemps. Asseyez-vous. Mais par contre, là, on va vraiment voyager avec vous. Je diffuse des photos, et vous réagissez, hein, bien sûr. Hein, vous connaissez le principe de l'émission. Voilà, la première. Alors là, c'était en Afrique. La première fois que je suis parti, en fait, en Afrique, j'avais quoi, 20 ans. Et je rencontre Pierre Josse à une soirée du Guide du Routard. Et je savais qu'il allait être là, je ne le lâche pas. Et j'ai fini mon bac. Et je lui dis, j'ai du temps avant de prendre la fac, j'ai 2 mois devant moi. J'avais 5000 francs à l'époque. J'ai envie de me prendre un grand coup dans la gueule. Où je dois aller? Il me dit, va au Burkina. Burkina quoi? Burkina Faso. Et pendant 2 mois, j'ai voyagé au Burkina Faso, au Mali et au Togo, tout seul, en taxi-brousse, etc. Et là, je tombe dans ce petit village où cette dame veut à tout prix me refiler son gamin. Là. Et donc, je suis là, et dit, tu verras, il est gentil. Et je me retrouve dans des situations absolument pas possibles. Et c'est la découverte de l'Afrique, c'est vraiment l'aventure, parce qu'on est dans un monde différent. Et chaque jour, je prends une grande claque dans la gueule, parce que je ne comprends pas, je perds mes repères en totalité. Et c'est ça que j'adore dans le voyage. Vous revenez en France quand même. Je reviens en France. Et puis vous dites, bon, cette fois-ci, je vais partir peut-être encore plus loin. Ah, c'est New York. New York, je pars, je trouve, c'est une amie qui trouve une petite annonce dans le Figaro, cherche jeune homme au père en Californie. Et ben j'écris. Et on me dit, venez. Les choses étaient assez faciles à l'époque. Hein, et je pars tout à fait illégalement. Je nomme mon père en Californie. Je rencontre des gens absolument formidables. Et puis à un moment donné, je pars 3 mois
à New York. Et là, c'est dans une rue de New York. Là, c'était mon vélo juste à côté. Et je circule pendant 3 mois à New York à vélo. Et là, j'en prends plein la gueule parce que je rencontre des gens absolument étonnants. Je m'intègre à la faune new-yorkaise et je suis amené à rencontrer Iggy Pop, Andy Warhol, Yoko Ono, Madonna, dans des soirées, pas les soirées de Monsieur Durand, mais dans des soirées pas possibles, mais un peu par hasard. On fait des rencontres par hasard, mais tout est possible. Je découvre qu'aux États-Unis, tout est possible. Et surtout, vous partez seul à chaque fois. Je pars seul, complètement C'est bien seul. de partir seul. C'est fantastique. Toutes les ouvertures sont possibles. Et là, j'ai qu'une envie, c'est engranger. Je ne sais pas où je vais mettre, dans quel tiroir je vais mettre toutes ces images, mais j'ai envie de vivre un peu tous les possibles. Et là, les États-Unis, l'Amérique avec un grand A, m'a donné les possibilités de vivre tous les possibles. Et puis quand vous êtes à New York, vous entendez parler de quelque chose où vous allez peut-être pouvoir gagner de l'argent. Je me trompe ou pas? Oui. En tout cas... Je rencontre un type... ça c'est l'Alaska. Je rencontre un type qui est polonais, qui est scénariste à New York, donc scénariste fatalement désargenté, mais qui gagne son argent en faisant la campagne de saumon l'été en Alaska. Il va pêcher le saumon sur un chalutier. Et je l'emmerde, et je le taquine. Il me dit « Non, c'est pas pour toi, tu étais un Frenchie. » Et il me donne les clés pour aller me faire embaucher sur un chalutier. Je me fais embaucher sur un chalutier américain à Seattle pendant 3 mois pour la campagne de pêche au saumon. Et là, je suis exténué, parce que c'est jour et nuit, la campagne de saumon. On gagne beaucoup d'argent. Je suis totalement illégal. Je me fais faire une fausse carte green card. J'ai un faux numéro de sécurité sociale. Tout est basé sur la confiance. Confiance que des petits malheureux comme moi viennent trahir, évidemment. Je me fais embaucher sur ce chalutier et je pêche le saumon pendant 3 mois en Alaska. Et je vois les premières baleines, je vois des aurores boréales. Je crois devenir fou tellement de fatigue. Parce que je suis au milieu de cette pénombre et je vois des espèces de traits verts et jaunes dans le ciel. Je ne sais pas ce que c'est que ce sont des aurores boréales. Je ne sais pas ce que c'est. Je découvre ça, je me mets à hurler sur le chalutier parce que je ne sais pas ce que c'est que ces trucs dans le ciel là. Je crois délirer de fatigue. Et le capitaine me monte, je le réveille, il me dit « You fucking asshole, it's aurora borealis. » Ce sont des aurores boréales, pauvre con. Et il retourne se coucher, parce qu'il avait déjà tout vu, moi j'ai les yeux écarquillés. C'est des images fantastiques, j'ai crevé comme tout, mais c'est la pêche au saumon en Alaska. Et puis vous rentrez, et là, justement, ce Pierre Josse que vous aviez rencontré avant de partir en Afrique, vous le croisez à nouveau, non? Comment ça se passe? Oui, je l'appelle pour lui montrer un peu mes photos, lui dire ce que j'ai fait, etc. Et puis il appelle... alors Pierre, je lui dis, moi c'est ça que je veux faire, c'est ça ce que je veux faire. Je veux pouvoir voyager, écrire et partager. C'est simple, c'est ça. Et le routard, à ce moment-là, explose. Il était en pleine croissance. Et il appelle... Le Guide du routard qui a été fondé en 1973. Là, on est en 86. 86. Il appelle Philippe Gohagen, qui m'appelle. Il me dit, je veux vous rencontrer. On se rencontre. Et Philippe, lui, c'est quelqu'un de rapide à la décision. Je lui parle un peu de mon parcours. Il me dit, top là, viens avec nous, je t'embauche. Et c'est le début de l'aventure. Voilà, ce sont les premières images du routard. Là, on est à Paris, à côté de la Tour Eiffel, sur ce faux éléphant. Alors là, moi, je suis à moitié en beatnik. Il y a Pierre, il y a Philippe, il y a Florence. Comment? Oui, vous êtes cool à l'époque. Voilà. C'est le premier Guide du routard, ça, d'ailleurs. Non, c'est pas le premier. Ça, c'est dans les 86, donc il a déjà un certain nombre d'années. Mais je viens renforcer l'équipe. Et l'aventure commence, parce que l'aventure du routard, pour moi, c'était cet aboutissement et en même temps ce début du voyage, de pouvoir effectivement voyager, écrire, c'est-à-dire poser un regard sur ce qu'on voit et faire attention aux mots, parce que quand les paroles sont volatiles, les écrits restent, attention, on ne peut pas dire n'importe quoi, donc réfléchir à ce qu'on écrit et puis le partager avec les autres. Et ça, c'est l'aventure fantastique. C'est une aventure fantastique. Vous êtes vraiment aux prémices du routard, on l'a bien compris. Et puis au routard, ils comprennent qu'il y a quand même un potentiel médiatique, j'ai l'impression. Et ça donne ça quelques temps après. Vous nous faites découvrir dans ce livre un Paris, mais complètement insolite. Moi, Voilà. en feuilletant, j'ai découvert des choses étonnantes, comme par exemple, l'origine des noms des rues. Alors, rappelez-moi déjà la Cour des Miracles, qu'est-ce que c'est? D'où vient La Cour des l'appellation? Miracles, c'est en fait l'actuelle rue du Caire. La Cour des Miracles, on l'appelait ainsi parce que le soir venu, bien entendu, les aveugles voyaient, les estropiés marchaient, les muets se mettaient à parler. C'est parmi vos premières télés, ça, Complètement, Benoît. complètement. Et vous commencez déjà à aller sur les plateaux de télévision pour parler de ça, pour parler des Oui, voyages. Philippe aussi le fait, Pierre le fait, et puis effectivement, je le fais à tour de rôle parce que il y a l'écrit, et puis il faut faire connaître. Il faut faire connaître aussi notre guide, et puis on a tout un tas d'anecdotes parce qu'on vient fouiller au-delà peut-être parfois de certains historiens qui restent très, très factuels. Nous, on aime bien les petites anecdotes, les petites histoires, les histoires à l'intérieur de la grande histoire.
l'histoire. Et évidemment, dans ce guide Paris, ce premier Routard Paris s'en est truffé. Et donc, on vient le proposer en télé, évidemment. Oui. Et puis la télé, vous aimez ça, j'ai l'impression. En tout cas, la télé vous aime bien. La preuve. Alors ça, c'est une région, la Champagne, bon, que tout le monde connaît effectivement pour ses bulles, mais beaucoup moins pour ses truffes. Elle se situe où exactement? Bon, ben, c'est environ à 250 km à l'est de Paris. La Haute-Marne, puisqu'on est en Haute-Marne plus particulièrement, est le département le plus au sud de la Champagne. Ah, vous avez retrouvé des anciennes images. Voilà, j'avais coupé les cheveux. Là, hein. L'aventure Théo Café, ça va durer combien de temps, Alors l'aventure ça va Théo Café? durer 8 ans pour moi. 8 ans où je viens tous les dimanches. Alors parfois je suis en voyage, donc on saute notre tour, mais où on peut aller au-delà de l'écrit et faire vivre les émotions que nous avons vécues sur place d'une autre manière. Et je remercierai toujours Catherine Sellac de m'avoir fait confiance pour narrer, de faire partager un peu ces aventures au-delà de l'écrit. C'est une autre dimension, c'est un autre angle d'attaque, mais qui m'a énormément plu. Puis en plus, on peut rencontrer des gens absolument fantastiques. Hubert Reeves, le Mime Marceau et bien d'autres, qui sont des rencontres absolument fantastiques que la télévision nous propose de vivre. J'ai une question quand même, Benoît. Le voyage, c'est mieux de les faire ou d'en parler? Alors, les faire, il faut les faire, bien entendu, parce que ça, ce sont des moments vécus qui sont extraordinaires et qui moi, j'aime qu'il n'y ait pas de filtre, pardon pour le titre de l'émission, hein, c'est plutôt sans filtre qu'avec filtre. J'aime quand je vais à la rencontre directe des choses, que je puisse me faire mon propre avis. J'avais un prof d'éco en terminale son leitmotiv c'était « Faites-vous votre propre opinion ». Ne vous laissez pas influencer par ce qu'on dit, par votre environnement, par votre culture. Essayez d'être le plus neutre, le plus pur possible par rapport à la vie que vous allez avoir, votre avis à vous. Et le terrain seul propose ça. Ça, c'est la première partie. Et puis après, le faire partager à d'autres. Donc, que ce soit par le biais de la télévision ou par l'écrit, c'est une continuation naturelle de proposer le regard qu'on a vécu, mais en toute simplicité et en toute humilité, parce que notre regard peut changer au fil du temps. Donc, vraiment avec beaucoup de prudence toujours, hein, et de simplicité, me dire, voilà, nous on a aimé, voilà comment on a vécu les choses, voilà comment on les a ressenties. Et vous, on a envie de dire, et vous? Ben, et vous? On va finir d'en parler dans une autre pièce, si vous le voulez bien, parce que vous n'en avez pas fini avec les médias. Ça va continuer un petit peu cette aventure, et puis d'autres belles photos encore, mais c'est dans la pièce d'à côté. Vous me suivez? Avec plaisir. Allez, venez maintenant. Dernière pièce de notre périple, Benoît. Alors on a vu beaucoup de succès, vous nous avez fait envie vraiment. On va parler peut-être d'un échec, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Mais c'est ça? Encore de la télé? Oh non, pas un échec. Un grand plaisir surtout d'avoir tourné cette émission. Elle n'a pas été reconduite, c'était sur les gîtes pas comme les autres. Les gîtes pas comme les autres. Une super émission en plus. Elle était vraiment très sympa avec Sophie et Norbert. On s'est vraiment, moi j'étais l'expert routard donnant mon avis sur des hébergements pas comme les autres. Ça a été une aventure absolument fabuleuse. C'était aussi encore une autre manière de partager notre ressenti sur ce qu'on a vu. Sauf que ça n'a pas pris là. Non, ça n'a pas pris malheureusement, mais ça a été vraiment une super aventure avec des personnages assez truculents. Donc ça reste un bon souvenir. Ouf, formidable. L'écran derrière vous, si vous le voulez bien. Quand vous voyagez, effectivement, vous trouvez des bonnes adresses, mais vous ne faites pas que ça. Vous faites ça aussi. Des photos, des images. C'est où là? Là, on est dans le Wyoming. Ça, c'est un des endroits au monde, il y en a 3, où la croûte terrestre est la plus fine. C'est-à-dire le contact avec ce bouillonnement de l'intérieur de la Terre, avec notre surface, qui a l'air comme ça, ne pas bouger, est le plus fragile et le plus fin. Donc on voit la Terre, à la surface, vivre de l'intérieur. Et c'est là où on mesure toute sa fragilité. Et l'importance de la préserver, parce qu'on voit que ça vit, on voit que ça bouillonne, et on voit que ça peut mourir également. Magnifique photo, celle-là aussi. On est où là? Là, on est à la frontière Thaïlande, Birmanie. Alors ça, c'est une image quasi géopolitique. On est sur le pont. On a le droit d'aller sur le pont, les touristes, mais pas de dépasser parce que la frontière était fermée à cette époque-là. Hein, c'est lors de notre tour du monde que j'ai fait avec ma compagne. Et là, on n'a pas le droit de passer. Personne n'a le droit de passer, mais les gamins.
Ils se foutent de tout ça, de la géopolitique. C'est pas leur problème. Eux, ils se baignent. Ils sont copains avec les petits Birmans qui sont là, les Thaïlandais. Et tous les jours, ils se retrouvent après l'école. Et ils se baignent, eux. Et ils se marrent. Et ils jouent au ballon dans la rivière. Et ça, c'est des images fortes parce qu'on se joue de toutes, des conneries des adultes. Et ça c'est une image qui m'a toujours frappé et que j'aime beaucoup. Parce qu'il n'y a pas que des paysages. Il y a aussi des êtres humains, des évidemment. Visages et cette photo, elle est... C'est l'essentiel des rencontres. Alors, le travail, ben c'est le boulot. Il faut vérifier des hôtels, on va essayer des restos, voir des musées, etc. Et puis, de temps en temps, tous les moments sont magiques, et puis il y a des moments qui sont un peu plus magiques que les autres. Ça, je suis dans le désert du Tar, hein, avec ma compagne. On se fait une balade à dos de chameau dans le désert du Tar. Et puis, il y a une famille de gypsies. Vous savez que les Roms, hein, les gypsies, tout ça, viennent de l'Inde au 15e, 16e siècle, 16e siècle, on ne sait pas trop. Et il y a cette famille de gypsies qui est là. Et il y a ce gamin qui me regarde avec ce regard tout à fait pénétrant. Et là, c'est pas lui qui est bouleversé de nous voir, c'est moi qui est bouleversé de le voir. Et il me regarde comme ça. Et là, j'appuie dessus, il me fait ce cadeau merveilleux de son regard, d'une profondeur absolument incroyable, et il est beau. Et c'est pour ce type de moment-là que je voyage aussi. Et ça, quand on peut le faire partager à d'autres, ben c'est magnifique. On le garde pour soi, et puis d'un seul coup, on l'ouvre, et on peut le faire partager. Et j'adore cette image-là. Moi aussi. On va finir sur celle-là. On finit peut-être par le commencement. Oui, ma compagne Cécile, depuis plus de 32 ans, avec qui on a eu 3 merveilleux enfants, qui sont aussi des voyageurs. On en parlera peut-être tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, ça c'est au cours de votre tour du monde. Vous avez fait un tour du monde avec votre campagne. Elle est intéressante cette photo parce que quand vous voyagez, encore aujourd'hui pour le Routard, vous pouvez voyager avec quelqu'un. Bien sûr, tout à fait. Elle vient pas obligée de voyager seule, et donc elle vient encore souvent avec vous. Elle vient tout à fait encore sur des voyages avec moi. Allez, dernier écran, si vous le voulez bien. On va reparler boulot. Allez. Parce que le boulot, il y a le livre, et puis il y a ça désormais. On se modernise au Guide du Routard. On regarde. On est au cœur de Memphis, devant le Sun Studio, là où en 1954, un certain Elvis Presley vint enregistrer une chanson, That's All Right Mama, qui donnera naissance à un nouveau genre musical, rock and roll. Et oui, le Guide du Routard, il y a toujours, évidemment, plus que jamais, même j'ai l'impression. Les guides papier ont une belle vie devant eux. On va en parler dans quelques secondes, mais maintenant c'est nouveau ça. Il y a aussi le routard.com où vous faites des reportages vous-même avec un téléphone simplement et vous faites découvrir d'autres adresses, c'est ça? Voilà, ou des adresses que nous avons. Là, on est quand même chez Elvis. Cette adresse chez Elvis, là où il vivait quand il était adolescent, est dans le guide. On propose cette adresse dans le guide, mais là, on l'anime un peu, on la présente un peu de manière différente. C'est une autre manière de partager, c'est l'œil du routard, c'est un focus un peu sur quelque chose de particulier. Et ça, c'est nouveau sur routard.com, qui est un site qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui a un gros succès. Donc on commence à mettre des vidéos. Mais on n'est pas toutes les infos qui sont dans le livre. Vraiment, l'indispensable, c'est ça. Quand on part à l'autre bout du monde, on peut avoir des pannes de réseau, on peut avoir plus de téléphone. Ça reste. Combien vous en vendez de routards? Il y a 150 bouquins, 150 routards, et on est autour de 2 500 000 chaque année. Chaque année. Et vous savez, ça a longue vie, le guide papier. Parce que votre tablette, elle peut avoir une peine de batterie ou quoi. Et puis, au pire, ça vous sert de pare-soleil quand il fait trop chaud sur la plage. Et vous pouvez toujours caler la béquille de la mobilette. Et ça, c'est pas avec une tablette que vous allez le faire. Et j'ai pris l'Afrique du Sud parce que vous rentrez d'Afrique du Sud. Je rentre d'Afrique du Sud avec des moments merveilleux. Et justement, tiens, regarde, on va regarder. Là, c'est l'équipe du Routard aujourd'hui. On a vu au début, vous étiez que 3-4. Voilà, là aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nombreux. Et ça, c'est marrant, c'est que chaque année, vous faites une espèce de Yalta, un partage du monde. C'est comme ça que ça se passe. On se réunit, qui veut faire quoi? Et on trouve un équilibre. Tiens, je vais aller en Afrique, et puis en Europe, et puis et puis la France aussi, qui est un merveilleux pays. Donc il y a Pierre, il y a Philippe, il y a Florence, il y a tout le monde, il y a toute l'équipe, et les 50 collaborateurs qui ne sont pas là. Et on se partage tout à fait pacifiquement. Vous avez un métier de rêve, c'est un truc de fou. Oui. Et je crois que j'ai un métier de rêve. En tout cas, c'est le métier qui, moi, m'a fait rêver et continue à me faire rêver pour les années à venir. Mais j'aime, vous savez, le plus beau pays que j'aime à redécouvrir à chaque fois que j'y retourne, qui rassemble un peu tous les autres, c'est quand même la Corse. J'allais le dire, effectivement, il y a le guide de la Corse, mais c'est pas vous qui le faites. Non. Par souci d'objectivité. Voilà. On terminera avec cette photo. La famille du boulot, puis il y a celle-là, la famille. La famille tout court. La famille, le premier partage des choses, c'est avec sa propre famille. Comment dirais-je, l'écrin fondamental, Cécile, Anna, ma fille, Théo, Ulysse, le dernier. Elle est en ce moment, elle prépare un grand voyage. Lui est en Asie en ce moment. Voilà, deux choses importantes. C'est qu'il y en a. Elle a fait son tour du monde. Elle est partie toute seule, comme vous.
Non, vous l'avez fait avec votre femme, elle était encore Oui. un peu plus courageuse. Elle l'a était fait- toute seule. Elle l'a fait seule. Et puis surtout, là, on est où? On est où, là? Ben, on est en Corse, à Moachi, voilà, sur un terrain que mon père a toujours. Et c'est un moment délicieux. J'ai eu la chance de venir vous Tout- voir tout sur en ce toute terrain-là. Il y a la mer un simplicité, petit peu plus loin. c'est- C'est absolument magnifique, c'est paradisiaque. C'est merveilleux. Et c'est là où je retrouve mes racines. Ça, c'est vraiment tout ce que je dois à mon père. C'est ses racines. Quand mon père m'apporte ses légumes du jardin, c'est merveilleux parce que c'est ce qui naît de la terre. Et nous sommes nés de cette terre. Et j'en ai toujours, et j'en ai de plus en plus, cette pleine conscience de cette terre corse. Ça sera le mot de la fin, si vous le voulez bien. Maintenant, vous êtes familier avec les téléphones portables et les réseaux sociaux. Donc, on fait un petit selfie, si vous le voulez bien. Allez, Avec plaisir. souriez. Voilà. C'était un plaisir, Benoît Lucchini. Vraiment. Un plaisir partagé. Bon voyage à vous. Et à Merci. bientôt. À bientôt Merci. du côté de Monachi. Hein? Avec plaisir en Corse. Au revoir.